matin. Et tout de suite, on retrouve David Abicard pour sa revue de presse, Nikos. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour Céline. Bonjour. Et bonjour à tous. À la une ce matin, on parle du Venezuela dans la presse, mais le Venezuela vu de France, vu de notre porte, vu de notre palier. Par exemple, vu du Figaro, avec ce titre « Le peuple se lève contre le régime chaviste », eh bien, on le voit à la façon du Figaro. Dans son édito, Patrick Saint-Paul parle d'un régime révolutionnaire qui a ruiné le pays. Logique. Vu de Libération, il y a un président de trop au Venezuela, puisqu'au moment où je vous parle, il y a un président élu et puis un président autoproclamé. Et puis dans son édito, Laurent Geoffrin, dans Libération, critique le chavisme pour mieux cibler le populisme. Vu de Libération, ce sont les États-Unis et Trump qui pilotent le coup de force contre le président Maduro, selon la vieille tradition impérialiste américaine si chère à l'humanité. Dans son édito des Échos, Éric Le Boucher, en bon libéral, explique que l'échec du socialisme vénézuélien doit servir de leçon. On ne peut pas redistribuer ce que l'on ne produit pas. Bruno Dive, dans Sud-Ouest, soulève quant à lui ce paradoxe qu'en France, les Gilets jaunes réclament la démission d'un Macron démocratiquement élus et ils sont que 80 000. Mais leurs amis de la France insoumise continuent à soutenir Maduro face au soulèvement de millions de Vénézuéliens. Chacun voit ce qui se passe au Venezuela sur son paillasson. En fait, la presse ce matin, eh bien pour cette presse, le Venezuela, c'est une façon de parler de politique et d'économie française, mais en faisant un détour de 7600 km. Et vous, mon cher David, vous avez choisi de nous parler d'une femme. Elle s'appelle Simone. Elle a été très généreuse. Expliquez-nous pourquoi. Alors, vous savez que les maires ont rencontré Macron hier dans la Drôme. Ils l'ont interpellé, évidemment, sur la crise des finances locales. Eh bien, Simone fait la une du quotidien Presse Océan parce qu'elle a légué une petite fortune à la commune de Mèves-sur-Loire, dans la Nièvre, un village de 700 habitants où elle a vécu enfant et où elle venait en vacances. Alors, l'héritage se monte quand même à 4 500 000 €. C'est 4 fois le budget de la commune. C'est intéressant quand même de voir qu'on peut accumuler pour soi une fortune de 4 millions, pourquoi pas, mais que c'est 4 fois le budget d'une commune. C'est ce qu'a expliqué le maire, pour qui ce legs, composé de 3 millions en numéraire et du reste en assurance vie, eh bien, va être bien utile. Simone travaillait dans la banque, elle était mariée et elle a lu avec attention jusqu'à la fin de sa vie le bulletin municipal. Elle avait un lien très fort avec sa commune. Et le maire de Mèves-sur-Loire, qui n'a pas caché sa joie à Presse Océan, explique que lorsqu'un conseil municipal en est à débattre pour acheter une tondeuse à gazon de 1 000 €, 4,5 millions, ça change les choses, ça change les perspectives d'une commune. Et le maire a ajouté qu'il restait un coffre-fort à ouvrir, mais on ignore ce qu'il y a dedans. Sacré Simone. On va rester en région avec l'étude publiée hier par les autorités sanitaires, notamment sur la mortalité par cancer en région. Et oui, sous la forme de 16 rapports régionaux qui mesurent entre 2007 et 2016 le nombre de cancers et leur taux de mortalité selon l'endroit où vous vivez, en quelque sorte. Plusieurs quotidiens détaillent ces rapports ce matin, comme Var Matin ou Le Républicain Lorrain. Ça donne une géographie française des pathologies qui place la région Bretagne et les Hauts-de-France en tête pour les cancers de la lèvre, de la bouche ou du larynx. On trouvera en revanche plus de cancers de la thyroïde en Nouvelle-Aquitaine ou en PACA, ou plus de cancers de l'utérus dans le Grand Est. Alors mon objectif ce matin, c'est pas de vous faire déménager, parce qu'il y a nous miner. Eh ben évidemment, non, mais je veux pas vous miner. Il y a des régions qui sont moins touchées par le cancer, comme l'Île-de-France ou l'Occitanie. Ça veut dire en clair que non, il faut pas déménager demain, mais qu'il faut adapter l'offre de soins en fonction de cette géographie qu'on connaît de mieux en mieux. Et je vais vous parler aussi d'une autre géographie, c'est celle des végétaux. C'est vrai qu'on perd nos fleurs. Eh oui, on perd nos fleurs, certains perdent leurs cheveux. Ouest France et le Figaro présentent les conclusions parues hier de l'Union internationale pour la conservation de la nature et du Muséum d'histoire naturelle. Un travail qui a mobilisé 40 botanistes, permis de collecter 30 millions de données pour en conclure que 742 espèces végétales sont en danger ou en voie de disparition dans notre pays. Et il faut lire dans le Figaro l'interview de Marc-André Sellos. Il est professeur au Muséum d'histoire naturelle et président de la Société botanique de France. Il nous parle de ce qu'on appelle le zoocentrisme. Quand je montre un tableau du douanier Rousseau à mes élèves, dit-il, eh bien, ils ne voient que les 2 lions au milieu, mais pas les plantes autour. C'est ça le zoocentrisme, ne considérer que l'animal et pas l'environnement. Et Nikos, parmi ces espèces menacées, il y a des fleurs et des plantes au nom incroyable. Oui. L'aspirante d'été, les épervières, la cytise hérisson, l'épipactis, on dirait du grec, c'en est peut-être, des castors, ou encore le panicovivipare, ou encore le sénesson des cours d'eau. C'est tellement poétique. Alors évidemment, quand le président dit hier que le glyphosate, on l'aura sans doute pas éliminé d'ici 3 ans, on pense à ces plantes et à leur nom fabuleux. Si ça continue, eh bien il ne restera que leur nom.